Bienvenue sur Interlude parfumé, le podcast qui raconte l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Je suis Sophie Irles, j'ai fondé Rendez-vous Parfum en 2017, une agence d'ateliers olfactifs et balades parfumées, et j'ai aussi co-créé Deux Notes en Accord, des concerts olfactifs avec ma sœur Audrey, violoniste professionnelle. Le parfum est un art que j'aime présenter aux côtés de la musique. Et même si ce podcast sera principalement dédié au parfum, la musique jouera aussi sa partition. Qui n'a pas rêvé un jour de faire un tour du monde, de rencontrer des cultures lointaines, de s'émerveiller devant des paysages à couper le souffle? Isabelle et Théo ont eu cette chance. Ils sont partis en septembre 2019 avec un objectif peu commun, découvrir et sentir les pépites olfactives de notre planète. Isabelle et Théo rêvent de devenir parfumeurs. Ils se sont rencontrés en école de parfumerie et une fois leur diplôme en poche, ils ont monté ce projet de tour du monde qu'ils ont appelé Nose on the Road. Après 6 mois de voyage, ils ont malheureusement été stoppés dans leur élan par un autre grand voyageur, le coronavirus. Leur périple aurait dû durer 2 ans, mais en 6 mois déjà, ils ont eu l'opportunité de vivre des moments inoubliables, entre expériences humaines, découvertes de senteurs jamais croisées auparavant, et rencontres avec les hommes et les femmes qui sont à la source de l'industrie du parfum, là où tout commence. Dans cet épisode, Isabelle et Théo racontent quelques moments forts de leur séjour, depuis la préparation de l'itinéraire jusqu'à leur retour. Vous entendrez plusieurs descriptions de leurs découvertes olfactives, parfois avec des termes techniques qui font référence à des matières premières synthétiques. Ce sont pour eux des outils olfactifs qu'ils utilisent pour décrire des odeurs et surtout pour se souvenir de ce qu'ils ont senti. La grande majorité des artistes, quelle que soit leur discipline, utilisent le voyage comme source d'inspiration créative. Et certains musiciens et compositeurs classiques ont aussi puisé dans cette formidable ressource. Au départ, cet épisode devait se parer de morceaux de musique classique inspirés de musique du monde. Mais j'ai finalement suivi le choix d'Isabelle. C'est une œuvre intitulée Mariage d'amour, composée par Paul de Senneville, qui est diffusée dans cet épisode. Pour la petite information, sur YouTube, c'est une musique souvent attribuée par erreur à Frédéric Chopin, alors que c'est une création tout à fait contemporaine, puisqu'elle a été composée à la fin des années 70. Évasion, rêverie, voilà des mots qui s'accordent à merveille à cette mélodie de Senneville, autant qu'au récit de nos deux aventuriers en quête de pépites olfactives. Vous écoutez Interlude parfumé. J'avais pensé à cette musique-là parce que je la trouve presque volatile. Ça me faisait penser à une odeur en fait qui se répandrait dans l'atmosphère. Je l'adore. L'idée de base, en fait, c'est vraiment devenu de nos deux passions communes. La première passion, c'était vraiment les matières premières de parfumerie. On voulait vraiment aller à la source de ces matières premières, aller dans les champs, dans les plantations, donc de tout ce qui est fleurs, bois, épices, etc. Les usines d'extraction. Et aussi, on voulait vraiment pas que les matières premières emblématiques de la parfumerie, on voulait vraiment aussi s'ouvrir à des odeurs nouvelles. Et on voulait également lier notre passion du voyage. L'idée est venue comme ça de se dire, voilà, on lie nos deux passions pour créer ce projet donc de Nose on the Road. Pour se préparer, on a d'abord établi une liste des matières premières qu'on voulait absolument voir. De cette liste, ça nous a permis d'établir une liste des pays qui contenaient ces matières premières. Et il a fallu réussir à jongler entre les pays et les saisons des récoltes pour avoir un itinéraire qui était assez logique. Et ensuite, à partir de cet itinéraire, on a pu donc monter un dossier pour expliquer clairement notre objectif. On a également participé au salon Saint-Parc, qui nous a permis d'avoir beaucoup de contacts au niveau des producteurs de matières premières. Et pendant des mois, on en a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné sur des sites de voyage pour se préparer à un voyage à longue durée. Moi, j'ai découvert la parfumerie lorsque j'avais 9 ans, quand j'ai visité le musée Fragonard à Grasse. J'avais absolument aucune idée qu'il existait un métier derrière ces parfums, ces odeurs. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce métier-là.
Lors de la visite, à la fin, on voyait un parfumeur devant son orgue à parfum. J'avais été vraiment subjuguée. Ça ne m'a pas lâchée. J'ai fait toutes mes études dans ce but-là. Donc la licence de chimie et ensuite l'ISIPCA. Moi, c'est vrai que c'était bien plus tard. J'ai fait une prépa pour faire les écoles d'ingénieur. J'ai toujours aimé tout ce qui était cuisine, etc. Donc au début, je me disais peut-être, je voyais qu'il existait aromaticien ou des métiers dans ce genre. Donc c'est en me renseignant là-dessus vers la fin de ma prépa que je me suis rendu compte qu'il existait l'ISIPCA, qui faisait des formations pour aromaticiens, mais également pour parfumeurs. Bon, voilà, je connaissais pas du tout le métier de parfumeur. Le lien avec les parfums, etc. Ce monde m'était vraiment inconnu. Et ça a été vraiment une révélation. Je me suis rendu compte, en fait, même si je l'ai découvert tard, que depuis toujours, j'étais vraiment lié aux odeurs en général, donc avec la cuisine, mais aussi à travers tout, même dans la nature. J'avais l'impression d'avoir vraiment découvert ma voie subitement. Et à partir de là, voilà, j'étais à fond dedans. On a choisi nos destinations en fonction, donc principalement des matières premières qu'on avait envie de voir. C'est les matières premières emblématiques, donc on va dire les classiques de la parfumerie. Et pour ça, on s'est dirigé principalement vers Madagascar, qui était notre première destination. C'est l'île au parfum. Tous les jours, on découvrait de nouvelles odeurs. C'était incroyable. Il y a une quantité d'odeurs, de production d'huile essentielle qui est phénoménale. De même que l'Inde. Pareil, pays incroyable. Il y a une quantité énorme de matières premières de parfumerie qui vient d'Inde. Voilà, il y a eu plusieurs pays comme ça, donc Madagascar, Inde, bon, alors Sri Lanka également beaucoup pour les épices. On a vu énormément d'épices là-bas. Et on a rajouté des pays où on savait qu'on aurait juste une seule matière première à voir. Par exemple, on voulait vraiment aller au Laos pour aller découvrir le benjoin, le oud. Voilà, on savait qu'on allait voir principalement ces deux matières-là. En fait, on avait prévu une quinzaine de pays environ. On comptait partir à peu près 2 ans. On pensait faire 1 mois ou 2 par pays. Bah, il y avait aussi des pays pour lesquels on n'avait pas forcément eu l'idée d'aller, mais des producteurs nous proposaient de venir. Je pense par Ouais, c'est exemple vrai. au Salvador. Ouais, Salvador ou Guatemala, mais au tout début, Guatemala, on y pensait Ouais. vraiment. On était totalement libre de décider sur le moment où on voulait aller. Donc, en fonction des personnes qu'on rencontrait, on se disait, bah, peut-être quand on sera en Amérique du Sud, bon, bah, on pourra faire un petit crochet par le Brésil juste pour aller voir les agrumes ou des choses comme ça, juste une semaine ou deux. Au début, voilà, on avait fait notre petit Excel avec tous par pays, chaque matière, mais on s'est vite rendu compte à travers le voyage qu'il ne fallait pas juste suivre d'un point de vue géographique, faire saute-mouton de pays en pays. Et l'itinéraire qu'on avait pensé au tout début, en seulement 6 mois de voyage, on l'avait déjà chamboulé à peu près 5 fois. Au tout début du voyage, à Madagascar, dans la région de Sava. Donc, de la Sava, c'est tout au nord-est de Madagascar, dans la jungle. En fait, on a eu l'opportunité de passer une semaine dans un petit village vraiment authentique, à 8 heures de pirogue de la plus petite ville dans le nord. Vraiment très isolé, un petit village. En fait, on était accueillis par Milien. C'était un producteur qui nous a accueillis, mais vraiment comme sa propre famille. C'était une expérience incroyable d'un point de vue humain, donc avec Milien, son fils, sa famille, mais aussi d'un point de vue olfactif. Il nous faisait découvrir tous les jours ces champs donc ouais, de plein de choses, de baies roses, de quatre épices, de vanille. L'endroit où on logeait, c'était entouré de plants de vanille, mais aussi de mandariniers, de plants de girofle. Voilà, il y avait des odeurs partout. Un des moments forts dans ce moment fort, on peut dire, c'était la découverte de la fleur de café, donc de l'endroit où on logeait pour rejoindre le centre du village, donc la maison des miens. Il fallait passer par un petit chemin qui était entouré d'arbres, des caféiers, qui étaient en fleurs. Et c'était, mais ce souvenir, je pense qu'il va nous rester à vie. Vraiment, à chaque passage, on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter pour sentir ces fleurs. Nous, on l'appelait l'odeur aux mille facettes. À chaque fois qu'on sentait des matières, des fleurs, n'importe quoi dans la nature, on notait tout. Et là, à chaque fois qu'on passait, on ne pouvait pas s'empêcher de rajouter des adjectifs, des descripteurs olfactifs.
Le descriptif principal, c'était fleurs d'oranger et jasmin frais. Ce qu'on aimait beaucoup, c'était le fait que cette odeur soit très très fraîche et qu'il n'y ait pas le côté animal ou opulent qu'on peut retrouver généralement dans les fleurs. Là, ça faisait vraiment propre, très très léger. Associé à tout ce côté très frais, il y avait aussi un côté muguet. Ce qui était assez intéressant, c'était que tout ce côté extrêmement propre était quand même réchauffé et enveloppé par un aspect solaire et salicylé. Donc ça adoucissait un peu, ça arrondissait les angles. Une autre facette qui venait s'ajouter encore à toutes ces facettes-là, c'était la facette marine, légèrement iodée, qui s'accompagnait d'un aspect un peu mielé et fruité également, avec des facettes un peu de fruits très très mûrs qu'on appelle butyriques. En termes de fruits, on avait la pomme rouge qui nous revenait, et également le melon, parce que justement il y avait cette facette marine. Couplée à une facette fruitée, ça nous évoquait le melon. Et il nous restait dans le nez un aspect un peu plus poudré. En matière synthétique, ça pourrait s'apparenter à de l'héliotropine ou de l'aldéhyde amysique. Donc c'est assez proche de l'odeur du mimosa. Apparemment, certaines personnes ont déjà essayé d'extraire son parfum, mais on n'a pas eu l'occasion de rencontrer des gens qui en avaient, mais apparemment, ça a déjà été essayé. Donc c'était au nord de l'Inde, le désert du Thar. On est parti pendant 4 jours. On n'était que tous les deux avec un guide et on a fait une balade dans le désert durant 4 jours. Et ce qui était exceptionnel, c'était cette déconnexion totale avec le monde extérieur. On avait passé déjà 2 mois et demi en Inde, dans l'effervescence des villes. L'Inde, il faut savoir que c'est quand même un pays qui est très bruyant, où il y a énormément de monde. Donc on se sent parfois un petit peu oppressé. Et là, c'était vraiment appréciable d'être seul au monde dans le désert. C'était le silence. Et c'était aussi des moments très forts qu'on a partagés avec Roja, le guide, notamment lors des veillées le soir. On se retrouvait tous les trois autour du feu et étant donné qu'il savait parler anglais, c'était très très sympa parce qu'on pouvait échanger sur nos vies. Il avait une vie évidemment très très différente de la nôtre. C'était très émouvant les moments qu'on a passés avec lui. C'était quelqu'un de très très humain et en fait il avait gardé tous les petits souvenirs des personnes qu'il avait rencontrées lors de ses tours, qui lui avaient écrit des mots. Étant donné qu'il ne savait pas lire, il nous avait demandé de lui relire les lettres qu'il avait gardées précieusement de ces personnes-là. Ce sont des souvenirs qui me resteront gravés dans ma mémoire à vie. Les Attas, en fait, on a eu la possibilité d'aller. En fait, c'est dans le nord de l'Inde, entre le Taj Mahal et Varanasi. Il y a une petite ville qui s'appelle Kanauj. Et c'est un peu. Kanauj, c'est un peu la Grasse de l'Inde. On va dire c'était un peu la capitale de la parfumerie. Là-bas, ils créent les attars. Les latars, en fait, c'est une codistillation entre une matière première et en fait de l'huile essentielle de santal. On distille la matière première. La vapeur va ensuite aller dans l'huile de santal qu'on va récupérer. Ils codistillaient la fleur de henné. Donc le henné qu'on met coloré en tatouage, etc. C'était cette fleur-là. Voilà, ça a été l'odeur la plus incroyable qu'on ait pu sentir là-bas. Un peu comme lotus, un peu des ionones, très floral, fraîche. Pour moi, c'était un moment fort dans le sens où, quand on allait voir leur distillerie, c'était vraiment à l'ancienne, des fours chauffés au feu de bois. Presque on suffoquait en fait de le côté fumé et du bois qui brûlait, avec l'odeur en même temps des roses qu'on pouvait sentir, le côté très fruité, poire, etc. Bah, c'est vrai que quand on a visité l'usine, moi j'avais l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps, dans le C'est ça. passé,
parce que c'est pas du tout le style d'usine qu'on peut voir maintenant avec ses cuves en inox, tout très aseptisé. Là, c'était très bas de plafond, c'était des poteries en terre cuite dans laquelle se Ouais, c'est passait la ça. distillation. Les Fermé avec joints et l'argile. planches étaient faits, oui, à base de sortes de foin et d'argile. Tout était vraiment traditionnel. Et c'était d'ailleurs leur souhait, on a parlé avec eux du fait qu'on était assez étonnés de ces méthodes ancestrales, et c'était leur souhait, c'était de garder justement les traditions, c'était leur marque de fabrique, c'était cette usine-là. Et c'est vrai que c'était un moment assez magique. Je m'étais sentie comme dans la peau de Jean-Baptiste Grenouille parce que ça se passe au Moyen-Âge avec les amphores d'antan. Et les odeurs aussi étaient fortes, mais violentes aussi. Elles étaient agressives, mais ça leur donnait un charme. On se faisait assaillir par les odeurs, mais ça en avait un côté plaisant et détestable. Du coup, c'était très particulier comme moment. On avait envie de sortir, mais en même temps, on n'arrivait pas à s'échapper de cet endroit-là. On a envie d'un côté, ouais, de sortir parce qu'on suffoquait, mais d'un autre côté, d'y rester pour s'imprégner encore plus de cet endroit-là, avec la vapeur qui circulait dans la pièce. On avait des choses qu'on avait du mal à voir, ou ces hommes qui, pieds nus, qui fermaient les amphores avec l'argile sur les mains. Chaque fleur qu'on croisait, chaque plante, on prenait la peine de tout décrire, de la prendre en photo. On référençait chaque odeur qui nous parvenait. Et cette mécanique, je dirais, d'être aussi attentif aux odeurs, on l'a toujours été, bien évidemment, vu que c'est un sens qui nous touche plus particulièrement. Mais c'est vrai que là, avec le voyage, on s'est rendu compte qu'on a vraiment encore plus développé cette attention aux odeurs. Et lorsque nous sommes rentrés de voyage, on avait toujours ce réflexe de sentir tout ce qu'on pouvait croiser, encore plus qu'avant. Avant de partir faire ce voyage, j'avais l'impression que déjà c'était le cas, que je sentais un peu déjà tout. Mais en fait, après être rentré de voyage, je me suis rendu compte que je sentais tout. Je ne pouvais pas m'empêcher. Ah, ça, je connais pas. Qu'est-ce que ça sent? Des fois, bah, forcément, on est un peu déçu. La fleur est magnifique, ça sent rien. Et sinon, moi, je trouve ce qui a changé depuis le retour, c'est vraiment ma façon de sentir. Parce qu'en fait, depuis qu'on est rentré, on sent régulièrement, voire tous les jours, nos matières premières de l'école, voilà, nos petits flacons de matières premières mélangées à l'alcool. Quand je sens un naturel, bah, j'ai une vision vraiment différente. J'ai l'impression de prendre plus conscience que dans ce flacon-là, à la base, il y a vraiment une fleur, une épice, un bois, qu'il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé derrière, qui a des dizaines de personnes qui ont travaillé pour traiter la matière, la cultiver. J'ai l'impression de sentir le naturel, de me projeter dans le champ. Je suis complètement d'accord avec Théo. Lorsque je prends mon huile essentielle de cannelle, par exemple, et que je la sens, nos découvertes des champs de cannelle tout le processus d'extraction de la cannelle, tout ça va défiler devant mes yeux pendant que je sens l'huile essentielle. Des souvenirs de cette matière, de pouvoir mettre des images sur cette odeur, c'est absolument exceptionnel. Quelque chose qui a changé dans ma vie après ce voyage, c'est que juste dans ma tête, je voyage dans ces pays-là, je pense aux personnes qu'on a rencontrées et je me demande qu'est-ce qu'ils font de leur journée, où est-ce qu'ils sont. Ils sont peut-être dans les rizières, là ils sont peut-être en train de récolter une fleur. Lorsqu'on était à donc, Madagascar, lorsque nous étions à Nosy Be plus précisément, nous avons pris un tuk-tuk voilà, pour un déplacement. Et le tuk-tuk avait dans le coffre quelques fleurs d'ylang qui restaient là. Je ne sais pas pourquoi il avait ces fleurs. Je crois que ça venait d'une fin de récolte. Ou, enfin, il Oh, lui mais en restait quelques... c'était juste pour Ah oui, l'odeur, hein, c'était juste pour justement. parfumer. Mais Justement, ouais, c'était son oui, petit c'était ça. sapin, comme nous on met nos petits sapins dans la voiture. Lui, Oui, c'était des fleurs d'ylang, tout simplement. Et sauf que les fleurs diffusaient énormément. Enfin, c'était une odeur délicieuse.
Et ce qui était, enfin moi personnellement, ce qui m'a étonnée, c'est que je connaissais l'ylang seulement et uniquement par les flacons d'ylang que j'avais eu à l'école. Et c'est une odeur qui est un peu opulente, chrysolique, un peu animale. Elle n'est pas évidente à aborder. C'est pas une fleur très délicate et légère, on va dire, dans le flacon. Mais quand on l'a senti en vrai, j'ai été étonnée de voir qu'en fait, c'est une odeur beaucoup plus subtile, plus légère, beaucoup Je plus trouve même délicate, plus fleur blanche, plus plus fruitée. fruité, et il y a aussi ce côté très vert végétal quand on casse un peu la fleur, parce que la fleur d'ylang, c'est vraiment de longs pétales jaunes. Et quand on casse ces pétales, voilà, c'est cette odeur vraiment verte, végétale qu'on n'a pas forcément dans l'huile essentielle. Ouais, ça a vraiment été vraiment une différence qu'on a pu noter sur l'ylang entre la fleur et l'huile essentielle. La Mm. fleur de Sépalika qui était vraiment intéressante. C'était la toute première odeur qu'on a sentie en arrivant au Sri Lanka. Les locaux nous ont donc accueillis chez eux et en fait ils avaient un magnifique jardin et on arrivait le soir et cette odeur qui nous a pris comme ça d'un coup et on suivait un peu à la trace l'odeur, on essayait de trouver quelle fleur sentait ça. Tellement puissant, c'était fou. Ah L'arbre, oui, il était à, je dirais, bien 15 mètres de nous et on ne sentait que ça. Et ah c'était ouais. incroyable, la puissance de l'odeur, ce côté marin, minéral, bien sûr, après tout le côté jasminé, fruité. Et donc, c'est notre hôte qui nous a accompagnés et qui nous a expliqué du coup que c'est un arbre, donc on appelle ça le Night Flowering Jasmine. C'est le jasmin de la nuit et les fleurs le matin, en fait, ça fait un linceul blanc le matin. Toutes les fleurs tombent, d'autres s'ouvrent pour le soir avant de tomber le lendemain. Et c'est une odeur très marine, c'est ça qui nous a vraiment étonnés. Oui, on n'avait jamais été confronté à ces odeurs-là. C'est vrai que la fleur de Sipalica, une fleur qui sent la mer, c'est quand même assez étonnant. Par contre, on n'a pas eu l'occasion de sentir, on n'a pas vu le procédé d'extraction, on n'a pas pu sentir de Mm. l'huile essentielle. En termes d'odeur, c'était très marin, des aspects calone centennale, mais aussi très vert avec un aspect stémone, un peu concombre. Et on avait cette facette aussi mielée, amande verte, et aussi un peu légèrement anisé qui se mélangeait avec cet aspect jasminé. Quand on était en Inde, on a pu en sentir à nouveau. On nous a expliqué qu'ils essayaient de le distiller, mais ils en avaient pas, sur le moment, ils en avaient pas. Il y a tellement de choses à découvrir à Madagascar. Nous, on a découvert la vanille au même endroit d'ailleurs, dans la région Mm. de la Sava, au même endroit que la fleur de café. On a eu l'occasion donc de voir un peu, alors pas tout le processus, parce que ça prend quand même 9 mois pour passer de la gousse de vanille à après ensuite la vanille séchée. Mais on a quand même eu l'opportunité de découvrir une partie de ce processus, donc tout ce qui est séchage au soleil, puis en intérieur. On a eu l'occasion avec Isa de polliniser à la main la fleur de vanille. On a pu voir des gousses de vanille vertes et notamment donc les gousses de vanille séchées. C'était une odeur, enfin, j'en ai encore des souvenirs là, de plonger le nez. À chaque fois, on avait des grains de vanille sur la peau, sur le nez. On s'en mettait partout. On avait des aspects un peu olive noire, donc bien sûr vanilline, qui est un des composants principaux dans la vanille, dans la gousse de vanille. Côté très minéral, pierre chaude, de caramel, le côté un peu liquoreux. On avait vraiment cet aspect un peu épicé, épicé eugénol.
un côté un peu fumé, bois de chêne. C'est vrai que par moment, selon en fait aussi la maturité de la gousse, on avait dans certaines gousses le côté peu amandé, presque animal aussi. On a pu aussi sentir l'absolu de vanille, mais on n'a pas pu assister à la production. Sous le village dans lequel on était, c'était des producteurs de vanille seulement. Ils récoltaient la vanille, ils la traitaient. C'était une pure découverte. J'étais pas au courant qu'il fallait polliniser les fleurs à la main. J'étais pas au courant de la durée qu'il fallait pour obtenir une gousse, que les gousses étaient vertes et qu'elles ne devenaient que marron après tout un processus de passage dans de l'eau chaude, tout le procédé pour obtenir les gousses. J'avais pas forcément conscience également du danger que représentait de posséder des champs, des plantations de vanille, parce que c'est quand même un gros problème à Madagascar, c'est que c'est quelque chose qui coûte très très cher, mais du coup c'est très envié. Et les producteurs doivent dormir dans les champs pour protéger leurs plantations. Et quand on mange un flan à la vanille, on pense pas forcément qu'il y a quelqu'un qui a mis sa vie en danger pour ça. Ouais, C'est ils passent quand cool. même 9 mois de l'année à dormir dans les champs. On parle des paysans qui peuvent pas se permettre, qui n'ont pas assez de ressources et qui peuvent pas se payer des gardiens armés pour protéger d'une quelconque agression, enfin d'un quelconque vol des gousses. Parce que clairement, c'est vraiment l'or noir de Madagascar, c'est vraiment la vanille. Le prix a explosé et il y a différentes qualités de vanille en fonction surtout en fonction du taux d'humidité. La qualité gourmet, ça va être destiné seulement à la consommation alimentaire. Donc les meilleures gousses, entre guillemets, vont être pour l'alimentaire. En fait, c'est très dur d'obtenir des gousses avec un fort taux d'humidité, parce qu'en fait, le taux d'humidité, ça va être selon la qualité de la préparation de la gousse. Par exemple, ce problème d'insécurité au niveau des plantations amène les producteurs à récolter les gousses un peu avant maturité. Et le risque, c'est qu'elles moisissent. Donc, du coup, la préparation est différente. Elles vont être plus asséchées. Si la préparation est mal faite, elles vont être trop sèches. Entre guillemets, toutes les gousses qui vont être trop sèches, elles vont être destinées plutôt à l'extraction parce que, au final, le rendement est meilleur étant donné qu'il y a moins d'eau. Et c'est tellement dur d'avoir une gousse avec un bon taux d'humidité pour l'alimentation que quand elles sont bien réalisées, c'est réservé à l'alimentation. Il faut un taux d'humidité élevé, mais le problème aussi du taux d'humidité élevé, c'est que Ça moisit. voilà, ça engendre des maladies, différentes maladies. Il faut un bon taux de vanilline pour... Parce que la vanilline, elle est antifongique, donc elle empêche que ça moisisse. Mais pour avoir le bon taux de vanilline, il faut qu'elles aient été récoltées À à maturité. maturité. Et voilà, c'est tout un petit équilibre un peu délicat à avoir. On a ramené des matières premières, donc ça c'était déjà énorme parce qu'on est quand même parti avec du matériel pour récolter des matières, quelques flacons. On n'a pas eu l'opportunité de recréer des odeurs, mais on a pris le soin de bien décrire chaque odeur pour, si un jour on a l'opportunité de pouvoir recréer ces odeurs-là, bah, de pouvoir le faire grâce au descriptif précis, en couplant en fait notre souvenir de l'odeur et le descriptif. On a aussi ramené des matières premières brutes, je pense on a ramené des racines de vétiver, on a ramené des gousses de vanille, on a ramené du santal, Avec chaque producteur, en fait, on demandait des échantillons des du oud, attards. des attars, même des attars très précieux. J'attends pour pouvoir repartir voyager. Et l'objectif, c'est de finir ce tour du monde, c'est se servir de ce projet pour ensuite avoir l'opportunité de potentiellement un jour être parfumeur et donc se servir de toutes ces découvertes d'un point de vue olfactif, d'un point de vue humain pour de futures créations. Là, mon objectif, moi, c'est de travailler, c'est d'entrer dans l'industrie de la parfumerie, parce que ça m'a vraiment manqué de ne pas sentir les matières, d'être dans les labos, etc. Merci à Isabelle et Théo pour leurs récits et leur partage. Vous pouvez retrouver leurs aventures parfumées en détail sur leur site
noseontheroad.com. Dans le prochain épisode, je reçois une invitée de marque. Elle est directrice de la création d'une maison de composition historique et passionnée de parfums et d'olfaction. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Interlude parfumé et à la newsletter Rendez-vous Parfum pour ne rien manquer. À bientôt!